À Marseille, dans la nuit du 8 au 9 mars 1996, une Peugeot 205 blanche explose dans le quartier du Vieux-Port. Sous la carcasse calcinée, les pompiers découvrent un corps méconnaissable, brûlé jusqu'aux os. C'est celui de Bruno Sulito, petit truand marseillais de 33 ans. L'enquête commence comme un règlement de compte classique dans le milieu. Mais elle va se transformer en l'un des plus grands scandales judiciaires français. Elle révélera un système où policiers et truands se confondent, où les frontières entre la loi et le crime s'effacent. Pendant plus de 10 ans, un réseau criminel va opérer sous la protection d'agents de la brigade anticriminalité. Marseille devient une zone de non-droit où l'on peut faire disparaître quelqu'un en toute impunité. Bruno Sulito n'est pas un ange. Petit dealer, voleur à l'occasion, il gravite dans le milieu marseillais sans vraiment en être une figure importante. Juste un petit poisson qui fait ses petites affaires, qui connaît du monde, qui rend des services. Mais ce soir de mars 1996, il monte dans une voiture qui ne lui appartient pas, prêtée par un ami. Il ne sait pas que sous le siège conducteur, quelqu'un a placé une bombe artisanale reliée au démarreur. Quand il tourne la clé de contact, l'engin explose. La déflagration est terrible. Bruno n'a pas le temps de comprendre. Il meurt sur le coup, déchiqueté par l'explosion, son corps carbonisé par l'incendie qui suit. L'odeur de chair brûlée envahit le Vieux-Port. Les enquêteurs de la police judiciaire de Marseille récupèrent le dossier. Un meurtre par explosion, c'est du sérieux. Pas un simple coup de feu en pleine rue, mais une exécution préméditée, technique, qui demande des compétences. Qui voulait la mort de Bruno Sulito? Les investigations piétinent. Pas de témoins, pas de pistes claires. Le dossier s'enlise, rejoint les dizaines d'autres affaires non résolues qui encombrent les bureaux marseillais. Bruno Sulito devient une statistique, un nom dans un classeur. Un homicide parmi d'autres dans une ville où la violence criminelle fait partie du paysage. Mais Bruno a une sœur. Patricia Sulito refuse d'accepter cette impunité. Elle harcèle la police, exige des réponses, se bat pour que l'assassin de son frère soit retrouvé. Pendant des années, elle frappe à toutes les portes, contacte des journalistes, constitue son propre dossier. Elle sent que quelque chose cloche dans cette affaire. Les enquêteurs semblent étrangement peu motivés. Certaines pistes ne sont jamais explorées. Des témoins potentiels ne sont pas entendus. C'est comme si on voulait que l'affaire soit oubliée. Patricia ne comprend pas pourquoi. Pas encore. La vérité va émerger d'une manière totalement inattendue. En 2003, 7 ans après le meurtre, un truand marseillais nommé Farid Boumaza est arrêté pour un tout autre délit. Placé en garde à vue, il décide de parler. Il en a marre, il veut s'en sortir, il est prêt à tout balancer. Et ce qu'il raconte dépasse l'entendement. Il explique qu'à Marseille, depuis des années, un réseau criminel opère sous la protection de policiers de la brigade anticriminalité. Ces flics ne se contentent pas de fermer les yeux sur certaines activités. Ils participent activement. Ils commanditent des assassinats, organisent des exécutions, font disparaître des gens gênants. Et l'assassinat de Bruno Sulito en fait partie. Les policiers ont aidé à planifier le meurtre, puis se sont assurés que l'enquête n'aboutirait jamais. Si vous suivez cette histoire et qu'elle vous captive, prenez un instant pour vous abonner et laisser un like. Ces récits de justice méritent d'être connus, et votre soutien permet de continuer à les raconter. Revenons maintenant à ces révélations qui vont faire exploser la police marseillaise. Farid Boumaza donne des noms. Des noms de truands, mais surtout des noms de flics. Michel Néret, Jean-François Tchoffen, Christian Proutot. Des policiers de la BAC marseillaise, certains décorés, respectés. Considérés comme des flics efficaces. Il explique comment le système fonctionnait. Les truands payaient les flics pour avoir la paix. Pour écouler leur drogue tranquillement, pour opérer sans être inquiétés. En échange, les flics leur fournissaient des informations, les prévenaient des contrôles, des écoutes, des opérations. Mais parfois, les flics allaient plus loin. Quand quelqu'un devenait gênant, quand un truand en concurrençait un autre sous leur protection, ils organisaient son élimination. Proprement, efficacement. Avec l'expertise de professionnels qui connaissent les techniques d'enquête et savent comment brouiller les pistes. Bruno Sulito, selon Boumaza, aurait été tué sur commande d'un caïd local, avec la complicité active de policiers de la BAC. La bombe aurait été fabriquée par un spécialiste du milieu. Mais l'opération aurait été supervisée par des flics qui s'assuraient que l'enquête n'aboutirait jamais. Voilà pourquoi le dossier avait été si maltraité. Voilà pourquoi aucune piste sérieuse n'avait été explorée. Les enquêteurs chargés de l'affaire étaient peut-être honnêtes. Mais d'autres, plus haut dans la hiérarchie, veillaient à ce que certaines informations ne remontent jamais. Les révélations de Boumaza font l'effet d'une bombe. Pire que celle qui a tué Bruno.
Elles remettent en cause toute la police marseillaise. Combien de flics sont impliqués? Combien d'affaires ont été étouffées? Combien de meurtres ont été commis avec la bénédiction de ceux qui étaient censés les élucider? L'IGPN, la police des polices, est saisie. Une enquête titanesque commence. Des dizaines de policiers sont mis sur écoute, surveillés, suivis. Des perquisitions sont menées dans les commissariats. Et progressivement, l'ampleur du désastre se révèle. Le « petit bar » n'est pas un lieu. C'est le surnom donné au réseau, parce que les protagonistes se retrouvaient régulièrement dans un petit bar du centre de Marseille pour organiser leurs affaires. Là, autour d'un verre, flics et truands discutaient tranquillement. On parlait business, territoire, concurrence à éliminer. Les policiers du petit bar n'étaient plus des représentants de la loi. Ils étaient devenus des parrains, des chefs d'un réseau criminel qui utilisait l'uniforme comme couverture. Michel Néret apparaît comme la figure centrale du système. Lieutenant à la BAC, puis promu à des postes plus importants, c'est un flic respecté. Efficace sur le papier. Mais dans l'ombre, il organise un véritable empire. Il protège certains trafiquants, leur fournit des informations confidentielles tirées des fichiers de police. Il les prévient des opérations. En échange, il reçoit de l'argent, beaucoup d'argent. Des dizaines de milliers d'euros qui affluent sur des comptes cachés. Il mène un train de vie luxueux, totalement incompatible avec son salaire de fonctionnaire. Voitures de sport, restaurants étoilés, appartements cossus. Mais personne ne pose de questions. Néret est intouchable. Il a des protections, des amitiés haut placées. Qui oserait s'attaquer à lui? Les enquêteurs de l'IGPN osent. Ils épluchent les comptes bancaires, les relevés téléphoniques, les emplois du temps. Ils découvrent des centaines d'appels entre Néret et des truands notoires. Ils trouvent des traces de virements suspects. Ils reconstituent des rencontres clandestines. Le dossier s'épaissit. En 2006, Michel Néret est finalement arrêté. Son interpellation fait la une de tous les journaux. Un flic corrompu, ce n'est pas rare. Mais un flic chef d'un réseau criminel, c'est un séisme. D'autres arrestations suivent. Jean-François Tchauffen, autre policier de la BAC, est également écroué. Les interrogatoires révèlent progressivement l'étendue du réseau. On parle de dizaines de policiers impliqués à divers degrés. Certains participaient activement, d'autres fermaient les yeux. D'autres encore bénéficiaient indirectement du système. Toute la police marseillaise est éclaboussée. Pour Patricia Sulito, ces révélations sont une délivrance et une torture à la fois. Enfin, elle comprend pourquoi l'enquête sur la mort de son frère n'a jamais abouti. Enfin, elle sait qui est responsable. Mais elle réalise aussi l'ampleur de la corruption. Bruno a été tué avec la bénédiction de ceux qui devaient le protéger. Elle relance les procédures, exige que l'affaire de son frère soit rouverte à la lumière de ces nouvelles informations. L'instruction s'étend sur des années. C'est un chantier pharaonique. Des milliers de pages de procédures, des centaines de témoins, des dizaines d'accusés. Les avocats de la défense plaident la fabrication de preuves, les faux témoignages. Le complot orchestré par des truands qui veulent se venger des flics qui les ont arrêtés. Les avocats de l'accusation produisent des montagnes de preuves. Écoutes téléphoniques accablantes, virements bancaires inexplicables, témoignages convergents. Le procès devient un marathon judiciaire. En 2013, le procès du Petit Bar s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Marseille. L'audience dure des semaines. Michel Néret comparaît, lui qui était lieutenant de police, figure respectée. Il nie les accusations les plus graves, reconnaît quelques erreurs de jugement. Il minimise son rôle. Mais les preuves sont accablantes. Les écoutes sont diffusées en salle d'audience. On entend Néret discuter tranquillement avec des trafiquants, leur donner des informations confidentielles. On l'entend organiser des protections. C'est insoutenable. Comment un flic a-t-il pu tomber si bas? Le verdict tombe en 2014. Michel Néret est condamné à 8 ans de prison ferme. Jean-François Tchauffen écope de 6 ans. D'autres policiers reçoivent des peines plus légères. Les truands impliqués sont également condamnés lourdement. Mais pour beaucoup, ces condamnations arrivent trop tard. Le mal est fait. La confiance dans la police marseillaise est détruite. Combien d'affaires ont été étouffées? Combien d'innocents ont été condamnés pendant que les vrais coupables étaient protégés par des flics corrompus? Combien de meurtres n'ont jamais été élucidés parce que les assassins étaient les amis des enquêteurs? Ces questions resteront longtemps sans réponse. Pour Patricia Sulito, la victoire est amère. Elle a obtenu la vérité sur la mort de son frère. Elle sait maintenant que Bruno a été assassiné sur commande. Avec la complicité de policiers corrompus.
Mais les commanditaires directs de l'attentat n'ont jamais été formellement identifiés. Le dossier reste ouvert, mais après tant d'années, les chances de condamnation sont minces. Bruno est mort en 1996. Presque 20 ans se sont écoulés. Beaucoup de protagonistes sont morts, d'autres ont disparu. D'autres encore gardent le silence. L'omerta du milieu marseillais fonctionne toujours. L'affaire du Petit Bar reste dans les mémoires marseillaises comme le symbole d'une époque sombre. Une époque où la frontière entre police et banditisme s'était totalement effacée. Où des hommes en uniforme, censés incarner la loi, étaient devenus les pires criminels. Où le système judiciaire lui-même était gangrené de l'intérieur. Michel Néret purge sa peine dans une prison française. Il sortira un jour, aura une seconde vie. Il pourra recommencer, sous un autre nom, dans un autre endroit. Bruno Sulito, lui, ne reviendra jamais. Mort à 33 ans dans une voiture piégée. Victime d'un système où les protecteurs étaient devenus les prédateurs. Sa sœur Patricia continue de se battre pour que justice soit pleinement rendue. Pour que tous les responsables, tous les complices, soient un jour identifiés et condamnés. Son combat est devenu celui de toutes les victimes d'une police corrompue. De tous ceux qui ont été trahis par ceux qui devaient les protéger.